Bonjour et bienvenue dans votre chaîne L'Essentiel du Bac pour une nouvelle leçon, la leçon numéro 2. C'est une leçon qui s'intitule Métabolismes énergétiques de la cellule eucaryote. Alors, commençons d'abord par poser cette question. D'où provient l'énergie nécessaire à la reconstitution de l'ATP? Pour répondre, nous avons un graphe qui montre que la quantité d'ATP produite par la cellule dépend fortement de la quantité de glucose contenue dans la cellule elle-même. Très bien, donc on peut conclure que le glucose est une substance organique qui joue un rôle essentiel dans l'approvisionnement en énergie de la cellule. Pour cellules eucaryotes, ce sont des cellules qui présentent un noyau et des mitochondries, contrairement aux cellules prokaryotes. Très bien. Alors, que devient le glucose dans la cellule? Alors, la cellule, schématiquement, mitochondries, noyau, etc., NAD+. NAD+, c'est une coenzyme appelée nicotinamide adénine dinucléotide. C'est une coenzyme qui est responsable du transport des protons et des électrons, qui est très essentiel dans la suite de la progression de notre cours. Bien, suivons maintenant le glucose lors de sa rentrée dans la cellule. Une fois le glucose entré dans la cellule, il se dégrade en pyruvate selon la réaction qu'on appelle glycolyse. Donc, il se dégrade en pyruvate. Le pyruvate, une fois obtenu, il peut soit rester dans le cytoplasme, si des conditions se présentent, soit alors entrer dans la mitochondrie lorsque d'autres conditions sont réalisées. Alors, le glucose, il se transforme en pyruvate et il peut soit rester dans le cytoplasme, soit entrer dans la mitochondrie. Mais alors, comment est-ce qu'il peut entrer dans la mitochondrie, ou alors quelles sont les circonstances qui font que ce pyruvate entre dans la mitochondrie? Pour cela, partant du cytoplasme, on a vu que le glucose subit des réactions pour se dégrader en pyruvate. On parle de glycolyse, bien sûr, qui est régie par la réaction suivante, que vous devez connaître donc normalement. Une molécule de glucose nous donne 2 molécules de pyruvate, 2 ATP et 2 NADH+. Il faut faire attention à ça, c'est très important, on y reviendra tout le temps. Bien, mais on va s'intéresser au pyruvate, qui est appelé aussi acide pyruvique. La formule CH3COCOH. Vous reconnaissez le radical acide, le radical COH, qui indique que c'est un acide. Très bien. Alors, on a vu que d'après des études, que ce pyruvate peut emprunter 2 voies métaboliques différentes en fonction de la présence ou l'absence du dioxygène. C'est-à-dire que le pyruvate peut, on l'avait vu, soit rester dans le cytoplasme, soit entrer dans la mitochondrie. Et c'est maintenant qu'on a compris que c'est en fonction de la présence ou l'absence du dioxygène. Donc, ce pyruvate en présence d'oxygène suffisant, on parle de voie aérobie, et donc il va entrer dans la mitochondrie. Mais lorsque l'oxygène n'est pas suffisant, il va rester dans le cytoplasme et on va parler de voie anaérobie. Alors, lorsque la cellule dispose de dioxygène suffisant, notre cellule, schématiquement, noyau, mitochondrie, etc., oxygène. Lorsqu'il y a du dioxygène, le glucose, il va se transformer en pyruvate. Celui-ci, on avait dit qu'il va entrer dans la mitochondrie pour donner des réactions qui vont nous donner de l'ATP qui va être par la suite utilisé par la cellule. D'accord? En gros, le glucose subit la glycolyse, donne le pyruvate, en oxygène de l'oxygène, en présence de l'oxygène, il va entrer dans la mitochondrie, donner de l'ATP qui va être utilisé par la suite par la cellule. Et donc, elle va sortir de la mitochondrie vers le cytoplasme. On parle de respiration cellulaire. Elle est régie par l'équation globale ci-dessous. Et on passe au deuxième cas, où lorsque le dioxygène est insuffisant dans la cellule. Alors, dans ce cas, il y a le pyruvate, il n'entre pas dans la mitochondrie. Il y a peu d'ATP qui sera produite puisque le pyruvate, il n'est pas en présence de dioxygène, donc il va subir un autre métabolisme qu'on va voir. Il va nous donner de l'acide lactique, et ça on le connaît, l'acide lactique il est dans les muscles, donc les cellules musculaires par exemple, le pyruvate il va se transformer en acide lactique, mais pour certaines levures, le pyruvate, les levures ce sont des cellules, ce sont des organismes unicellulaires, les levures, par contre, le pyruvate, il va se transformer en éthanol et en dioxyde de carbone. Donc, le glucose se transforme en pyruvate toujours. Pyruvate
pas d'oxygène, il reste dans le cytoplasme, il va se transformer en acide lactique, on parle de fermentation lactique dans les muscles, ou alors il va se transformer en éthanol dans les levures, on parle de fermentation alcoolique. Dans tous les cas, on parlera de fermentation. Bien. Pour comprendre où se déroulent les différentes étapes de la respiration cellulaire, on observe d'abord la structure de la mitochondrie. Une mitochondrie est composée d'une membrane externe. On trouve aussi une membrane interne, un espace intermembranaire, c'est l'espace qui existe entre la membrane interne et la membrane externe. La matrice, c'est tout l'intérieur de la mitochondrie, c'est cette partie-là. On trouve des granules, on trouve des particules, des ribosomes, de l'ATP synthase, de l'ADN. Et vous avez remarqué que la membrane interne, elle est repliée, elle représente des replis. Ces replis se forment de crêtes, ce sont les crêtes mitochondriales. Alors, la respiration cellulaire ne se déroule pas dans un seul compartiment. Ces différentes étapes sont réparties entre le cytoplasme et la mitochondrie. Et ça, on l'a vu parce que d'abord, on a la glycolyse qui se fait dans le cytoplasme et c'est là que débute la respiration. Et puis, le pyruvate, quand il trouve de l'oxygène dans la mitochondrie, il entre. Et donc, il commence à donner des transformations qu'on va voir par la suite. Voilà. Alors, localisons maintenant les différentes étapes sur la mitochondrie. Alors, première étape, c'est la respiration cellulaire. La première étape de la respiration cellulaire. Le cytoplasme, la mitochondrie, le glucose qui se transforme en pyruvate. Le pyruvate va entrer dans la mitochondrie parce qu'on en a parlé de respiration cellulaire, donc il y a de l'oxygène. Les NAD vont venir ici, ils vont se réduire en NADH et libérer du CO2. Et puis on aura la formation de l'acétylcoenzyme. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va observer un certain nombre d'étapes qui commencent par la première étape, l'oxaloacétate, qui va donner du citrate. Le citrate, il va donner de l'isocitrate. Et l'isocitrate, il va permettre la réduction des NAD en NADH et libération du CO2. Passer de l'isocitrate à l'alpha-kétoglutarate. Là aussi, une autre étape de réduction de NAD en NADH+, et libération du CO2. On passe au succinyl, coenzyme. Là, la production de l'ATP par le phosphore plus l'ADP au niveau donc de le passage entre succinyl et succinate. Donc, libération de l'ATP à ce stade-là. Puis, entre succinate et furmate, on a la réduction de FAD en FADH2 et passage malate. Puis, là aussi, on a une réduction de NAD en NADH+, et arrivant enfin à l'oxaloacétate, et on aurait fait un tour. Ce tour-là, c'est un cycle qu'on appelle le cycle de Krebs. Première étape. Très bien. Donc, la première étape de la respiration cellulaire, c'est le cycle de Krebs. Bien. Bilan du tour d'un cycle de Krebs, je vous laisse voir. Et pour le bilan d'une molécule de glucose qui va nous donner 4 CO2, 6 NADH, 2 FADH et de l'ATP. Maintenant, on va voir 2 pyruvates. En principe, ils vont nous donner 2 tours et ils vont nous permettre de voir exactement combien on a de NADH et de FADH qui vont aller se loger dans une partie de la mitochondrie, notamment dans la membrane interne mitochondriale. Le bilan, on le sait maintenant, c'est le double du bilan d'un tour. On le voit là en bas. Vous avez tout le temps pour le revoir. Et puis, on va revenir ici sur notre mitochondrie dans un seul tour et pour voir qu'est-ce qui s'est passé exactement lors des réductions des NAD en NADH. Et des FAD en FADH. D'abord, FAD, c'est flavine, adénine, dinucléotide. C'est aussi une coenzyme. Alors, on avait vu que à quel niveau les NADH interviennent-elles? On avait vu que les NADH et les FADH, ils vont venir se mettre sur la membrane interne mitochondriale et on rappelle
aussi la membrane externe, l'espace intermédiaire et aussi les crêtes mitochondriales. Puis aussi, on rappelle qu'il y a des organites appelés sphères pédonculées, en noir ici, et qui sont sur la membrane interne côté matrice mitochondriale. Ce sont donc les éléments qui nous montrent où se passe vraiment cette deuxième étape de la respiration cellulaire. C'est donc au niveau de la membrane interne mitochondriale. Alors, revoyons cela sous forme schématique. Vous avez votre membrane externe mitochondriale, vous avez votre espace intermembranaire, la matrice à l'intérieur mitochondrial qu'on vient de voir, puis l'essentiel, c'est la membrane interne mitochondriale qui est composée, bien sûr, comme toutes les membranes, d'un certain nombre de complexes protéiques notamment, donc complexe 1, 2, 3, 4 et 5, et le complexe Q c'est la libiquinone et le complexe CTC c'est le cytochrome. Alors, on va voir le suivi de cette réduction de l'oxydation de NADH et FADH2 qu'on avait vu tout à l'heure. Leur oxydation permet de libérer de l'hydrogène et des hydrogènes et des électrons. On va suivre le circuit des électrons libérés par NADH et celui libéré par FADH2. Alors, le premier, les électrons entrent par le complexe 1, vont vers libiquinone, complexe 3, cytochrome, complexe 4 et sortir dans la matrice mitochondriale. Pour les électrons de l'oxydation de FADH2, ils vont entrer directement dans le complexe 2, le libiquinone, et puis suivre le même schéma que les électrons issus de l'oxydation de NADH, pour venir sortir ici au niveau du complexe 4 dans la matrice mitochondriale. Très bien. Alors, quand ils vont sortir, ils vont réagir avec l'oxygène et les atomes, les protons H+, pour nous donner de l'eau. Donc, on a réduction de l'oxygène en H2O. Très bien. C'est une des étapes. On va voir maintenant les protons, qu'est-ce qu'ils vont faire. Alors, les protons, ils vont aller passer dans les complexes 1, 3 et 5. Contrairement aux électrons qui font ça, les protons, ils vont entrer directement de la matrice mitochondriale puisqu'ils sont issus ici de l'oxydation de NADH et FADH2. Les protons, ils vont suivre ce chemin-là, ils vont sortir dans l'espace intermembranaire. Alors, ils vont sortir dans l'espace intermembranaire. Ils vont devenir très importants dans l'espace intermembranaire, suscitant la mise en place d'un gradient de protons qui est caractérisé par une présence de beaucoup de protons dans l'espace intermembranaire et peu de protons dans l'espace matricial. Alors, cette différence, on l'avait vu dans les cours de première bac que on devrait avoir un équilibre entre les concentrations. Donc, les H+, ici, ils vont avoir tendance à pénétrer dans la matrice. Alors, le seul endroit par lequel ils vont pénétrer, c'est cet organite qu'on vient de voir tout à l'heure, appelé sphère pédonculée ou appelé aussi ATP synthase. Ils vont entrer par cet organisme et c'est cette entrée-là, elle va stimuler une étincelle de l'énergie, et cette énergie, elle va être essentielle pour associer l'adénosine diphosphate ADP avec le phosphore inorganique PI pour nous donner de l'ATP. C'est donc l'énergie obtenue par le passage des protons à travers la sphère pédonculée de l'espace intermembranaire vers l'espace matricial de la mitochondrie. C'est ce passage-là qui va initier la formation de l'ATP. Donc, puisqu'on a un phosphore qui va s'ajouter à l'ADP pour former de l'ATP, on parle de phosphorylation de l'ADP. Donc ici, ça, c'est la phosphorylation de l'ADP. On revient ici aux deux réactions d'oxydation de NADH en NAD et à la libération des électrons qui nous ont donné tout ça et des hydrogènes, des protons H+, qui sont sortis et qui nous ont donné la phosphorylation. Et comme il s'agit d'une oxydation qui a donné tout le processus pour former l'ATP, à partir de l'ADP, on parle alors de phosphorylation oxydative de l'ADP en ATP. D'accord? On parle de phosphorylation oxydative de l'ADP en ADP. Donc, l'oxydation de NADH et FADH fournit des électrons qui sont transférés jusqu'à l'oxygène et réduit
en H2O, puisque l'oxygène c'est l'accepteur final des électrons. On parle de chaîne respiratoire. Donc c'est tout ce parcours-là, ça c'est la chaîne respiratoire jusqu'à aboutir à l'oxygène et le réduire en H2O. Et puis, nous avons une énergie qui est libérée lors du passage des protons, qui a permis la phosphorylation de l'ADP en ATP au niveau de l'ATP synthase, c'est-à-dire au niveau de la CRP. Donc, on parle de la phosphorylation oxydative que je viens d'expliquer. Alors, résumons les voies de dégradation du glucose. Alors, en présence du dioxygène, glucose, glycolyse qui donne pyruvate entre dans le cycle de Krebs, chaîne respiratoire, phosphorylation oxydative, et on obtient finalement à l'obtention de 36 moles d'ATP et parfois 38 moles, ça dépendra des cellules, on verra ça dans la fin du cours. Puis, donc on parle ici de respiration cellulaire. Donc la respiration cellulaire comprend la glycolyse, le cercle de Krebs et la chaîne respiratoire plus phosphorylation oxydative. Puis, en absence de dioxygène, on a soit la fermentation lactique dans les muscles ou alors la fermentation alcoolique dans les levures. Et c'est toujours, on parle de fermentation. Alors, pourquoi 36 ou 38 ATP? Cela dépend de deux choses. D'abord, on revient au NADH de la glycolyse. Vous vous rappelez? Alors, le NADH, il libère 2 électrons. Ces 2 électrons, ils vont suivre 2 voies. En fait, le NADH libéré lors de la glycolyse, il ne va pas entrer dans la mitochondrie. Le NADH qu'on a vu dans la mitochondrie, c'est le NADH mitochondrial. Ce n'est pas le NADH de la glycolyse. Mais le NADH de la glycolyse, il va libérer 2 électrons qui vont entrer par 2 types de navettes. La première navette, c'est la navette malate-aspartate. Ce n'est pas la peine d'apprendre ça par cœur. On va dire que c'est une navette qui est une sorte de protéine située dans la membrane qui va dans la membrane qui va faire entrer les électrons à l'intérieur, mais c'est des membranes de cellules, des muscles squelettiques et du cerveau. Et on a aussi un deuxième type de navette, c'est la navette glycérol-phosphate. Cette navette-là, elle concerne elle est située dans la membrane des cellules du foie, du cœur et des reins. C'est très important parce que vous savez que lorsque on obtient ces 2 électrons-là et qu'ils vont aller réduire le NAD mitochondrial pour le réduire en NADH, vous savez que les électrons qui vont venir de l'oxydation de ce NADH, ils vont passer par le complexe 1, puis le complexe 3, puis 5 pour donner 38 ATP. Alors que les 2 électrons qui vont entrer par la deuxième navette, ceux-là, ils entrent par une navette qui va leur permettre de réduire le FAD mitochondrial, mais pas le NAD. Alors, on sait que le FAD mitochondrial, lorsqu'il est réduit en FADH2, il va par la suite libérer les 2 électrons, mais les deux électrons de FAD vont entrer directement par l'ubiquinone et non pas par le complexe 1. D'accord? Et après, ils vont suivre le même circuit, complexe 3, complexe 5, qui donnait 36 ATP parce qu'on a perdu 2 ATP, parce qu'on n'est pas passé par les 2 premières ATP du NADH, puisqu'on est passé directement par les 2 ATP du FAD. Donc, on a perdu 2 ATP, c'est pourquoi on a 36 ATP. Donc, le NADH glycolytique, celui qu'on a obtenu lors de la phase de la glycolyse, il ne pénètre pas dans la mitochondrie, mais seulement ce sont 2 électrons, ces 2 électrons qui sont transférés par 2 types de navettes à l'intérieur. S'ils sont transférés par la première navette malate-aspartate, alors ils vont concerner les NADH et donc ils vont donner les 2 ATP, les premières ATP supplémentaires. Et s'ils sont transférés, les électrons transférés par la deuxième navette, on aura 2 ATP de moins et donc au total 36 ATP. À la fin, voici un quiz formé par 10 questions à laquelle vous devez réfléchir. Vous allez mettre la pause, d'accord?
pour voir les questions. Et puis, quand vous aurez trouvé les réponses, c'est à ce moment-là que vous allez lâcher la vidéo pour voir les réponses et qui sont les suivantes. Je vous laisse le temps de voir les questions et les réponses et de juger tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas de me corriger et de me dire vos remarques dans les commentaires pour que je puisse développer et enrichir mon cours et vous donner un cours beaucoup plus acceptable par vous et beaucoup plus agréable à voir. Je vous souhaite une bonne fin de leçon et à la prochaine.